Chapitre 1, le masque du mécanicien. Kenneth Bové s'essuya les mains avec un chiffon rouge. L'odeur familière d'huile moteur et de limaille lui emplissait les narines. Le garage de Bové se trouvait à la périphérie de Pine Ridge, dans le Colorado, un emplacement délibérément choisi pour le protéger des regards indiscrets de la banlieue. Pour ses clients, il n'était qu'un simple mécanicien de petite ville capable de réparer tout ce qui avait des roues. Ils ignoraient que l'homme qui remplaçait leur plaquette de frein avait autrefois mené des opérations secrètes dans les montagnes d'Afghanistan. La cloche au-dessus de la porte du garage sonna lorsqu'Angela Hansen-Bauer entra, ses talons aiguilles claquant sur le sol en béton. Même après 8 ans de mariage, elle se comportait toujours comme l'agent immobilier, polie, professionnelle et de plus en plus distante. Kenneth remarqua qu'elle évitait de regarder directement la combinaison graisseuse qu'il portait, comme si son honnêteté la rabaissait. « Kenneth, je fais visiter une propriété à un client ce soir. Je rentrerai tard. » Sa voix avait ce ton qu'elle employait avec les vendeurs difficiles. « Ne vous attendez pas », il hocha la tête, observant son reflet dans le pare-choc chromé d'une Mustang sur laquelle il travaillait. Angela avait beaucoup fait visiter des propriétés ces derniers temps, toujours à des clients mystérieux qui semblaient avoir besoin de rendez-vous en soirée. Kenneth est entraîné. J'ai capté les indices subtils. Sa façon de se toucher le cou en mentant, la légère pause avant de prononcer son texte, le nouveau parfum qui n'était pas celui qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. « Qui est le client » demanda Kenneth d'un ton désinvolte, sans lever les yeux du moteur. « Steven Hathaway. Il cherche un local commercial en centre-ville. » Le nom lui sortait trop facilement, comme si elle s'entraînait à le prononcer. Kenneth classait le nom dans un catalogue mental qu'il avait maintenu en vie pendant 3 missions à l'étranger. Steven Hathaway. Il prit note pour s'en souvenir. Après le départ d'Angela, Kenneth ferma le magasin à clé et se dirigea vers son camion. La transition de mécanicien à chasseur se fit sans heurts, une compétence qu'il avait perfectionnée là où le moindre faux pas signifiait la mort. Ce soir-là, il commencerait la surveillance. Le restaurant où Angela prétendait rencontrer son client était un petit restaurant italien appelé Marsoli, réputé pour son éclairage intimiste et ses banquettes isolées. Kenneth se posta de l'autre côté de la rue dans son camion, faisant preuve de la même patience qui avait fait de lui un tireur d'élite exceptionnel. Il n'eut pas à attendre longtemps. Angela arriva la première, mais elle n'était pas habillée pour une réunion d'affaires. La robe noire qu'elle portait était une robe que Kenneth n'avait jamais vue, taille basse et moulante, qu'elle dissimulait sous une tenue d'agent immobilier classique. 20 minutes plus tard, un homme arriva, grand, aux cheveux noirs, vêtu d'un costume coûteux qui trahissait l'argent de la grande entreprise. Steven Hathaway, sans doute. Kenneth observa l'homme embrasser sa femme à travers des jumelles militaires. Non pas une salutation entre associés, mais le long baiser d'amoureux séparés depuis trop longtemps. La main d'Angela trouva la poitrine de l'homme. Ses doigts traçaient des motifs que Kenneth reconnut comme des gestes intimes qu'elle lui réservait autrefois. La trahison aurait dû être douloureuse. Au lieu de cela, Kenneth ressentit le froid calcul qui l'avait rendu mortel au combat. Sa femme avait choisi de jouer un jeu dangereux, et elle ignorait totalement qu'elle affrontait quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'art de la guerre. Kenneth démarra le camion et rentra chez eux, dans leur maison de banlieue de Maple Street. La palissade blanche et la pelouse impeccable étaient les choix d'Angela, un élément de la vie respectable qu'elle avait souhaité après sa démobilisation. À l'intérieur, il se rendit à l'atelier au sous-sol où il rangeait son matériel de loisirs, des outils qui n'avaient rien à voir avec la réparation automobile. Cachés derrière un faux mur se trouvaient des objets de son temps militaire. Matériel de surveillance, équipement tactique, armes qui n'étaient enregistrées nulle part. Kenneth n'avait jamais vraiment quitté le champ de bataille. Il avait simplement changé de théâtre d'opération. Il alluma le système informatique qu'il avait conçu pour la recherche en sécurité et commença à vérifier les antécédents de Steven Hathaway. L'empreinte numérique de l'homme révéla des détails intéressants. Avocat spécialisé dans les divorces, spécialisé dans les affaires de biens importants, plusieurs propriétés, un historique de relations avec des femmes mariées. Angela n'était pas sa première conquête, juste la dernière. Tandis que Kenneth rassemblait ses renseignements, un plan commençait à se dessiner. Il avait appris au service que les meilleures opérations étaient celles où l'ennemi s'éliminait lui-même par ses propres choix. Angela et Steven pensaient qu'ils jouaient à un simple jeu d'adultère. Kenneth allait leur montrer à quoi ressemblait la vraie stratégie. L'atelier du sous-sol recelait un autre secret, une pièce cachée derrière le chauffe-eau où Kenneth conservait son équipement le plus sensible. Ce soir-là, il récupérait des dispositifs de surveillance audio,
des micro-caméras et des traceurs GPS qui transformeraient sa propre maison en centre de collecte de renseignements. À l'aube, Kenneth avait installé des dispositifs de surveillance dans toute la maison, se concentrant sur les espaces privés d'Angela, son bureau, leur chambre, et même sa voiture lui serait désormais soumise. Le masque du mécanicien resterait en place, mais en dessous, le commandant prenait le contrôle du champ de bataille. Kenneth prépara du café et s'assit à la table de la cuisine, contemplant la paisible matinée de banlieue. Les voisins promenaient leurs chiens, les enfants allaient à l'école à vélo, les facteurs faisaient leur tournée. Aucun d'eux ne savait qu'une guerre venait de commencer et qu'à sa fin, certains de ceux qui respiraient ce matin-là ne respireraient plus. Angela rentra à 2 heures du matin, se glissant dans son lit avec la discrétion de quelqu'un habitué à la tromperie. Kenneth fit semblant de dormir, écoutant sa respiration se calmer au rythme de quelqu'un dont la conscience ne porte aucun fardeau. Demain, la véritable enquête commencerait. Chapitre 2. Les schémas de tromperie. 3 semaines de surveillance révélèrent la toile complexe qu'Angela et Steven avaient tissée. Kenneth découvrit leur schéma. Les réunions clients du mardi et du jeudi, les visites de propriété du week-end et les appels téléphoniques nocturnes qu'Angela pensait avoir en privé. Les appareils audio captèrent tout. Conversations intimes, projets d'avenir et, surtout, l'heure. Insouciance croissante. Kenneth conserva sa routine au magasin, mais son véritable travail se déroulait après les heures de travail. Utilisant les compétences acquises dans le renseignement militaire, il cartographia la chronologie de leurs relations, identifia leur lieu de rendez-vous et documenta leur communication. Ce qu'il découvrit allait bien au-delà du simple adultère. Steven Hathaway n'était pas seulement l'amant d'Angela. Il était son conseiller financier dans un complot visant à drainer les biens de Kenneth. Le garage, leur maison, la pension militaire de Kenneth, et même son indemnité d'invalidité, étaient autant de cibles dans leur plan à long terme. Il comptait forcer un divorce où Angela dénoncerait des violences psychologiques, s'appropriant la moitié de tout en s'assurant la sympathie de la communauté. Les enregistrements du bureau d'Angela ont révélé la profondeur de leur complot. Il est trop confiant, avait dit Angela lors d'un appel tard dans la nuit. Kenneth me prend pour une agente immobilière innocente. Il ignore tout de ce que j'ai appris sur la dissimulation de biens. La réponse de Steven a glacé Kenneth de froid. Une fois mariés, nous nous installerons au Costa Rica. Ni l'extradition ni l'honneur militaire de votre mari ne l'empêcheront de nous traquer. Les hommes comme lui suivent les règles. Ils avaient raison sur un point, Kenneth suivait les règles. Les règles militaires. Les règles d'engagement qui s'appliquaient face aux combattants ennemis qui menaçaient tout ce qu'il avait construit. L'enquête de Kenneth s'est étendue au cabinet d'avocats de Steven. Utilisant des techniques d'ingénierie sociale, il s'est fait passer pour un client potentiel et a recueilli des renseignements sur les opérations de Steven. L'homme dirigeait une entreprise sophistiquée de destruction de mariage, identifiant des conjoints fortunés, séduisant leurs partenaires, puis manipulant les procédures de divorce pour maximiser ses gains. Angela n'était pas la première victime de Steven, et elle ne serait pas la dernière. Kenneth a découvert des preuves d'au moins 4 affaires précédentes où Steven avait orchestré des stratagèmes similaires. 2 de ces victimes étaient décédées dans des circonstances suspectes après la finalisation des divorces. Des suicides apparents qui avaient permis de régler les détails et de libérer de l'argent pour Steven et ses complices. Le schéma était clair, séduire, voler, éliminer. Angela se prenait pour la partenaire de Steven, mais Kenneth reconnaissait son véritable rôle. Elle était une cible supplémentaire, utile pour accéder aux biens de Kenneth, mais finalement disponible une fois que Steven avait obtenu ce dont il avait besoin. La formation de Kenneth lui avait appris à toujours recueillir des renseignements sur les capacités et les intentions de l'ennemi. Ce qu'il a découvert sur les ressources de Steven était troublant. L'homme entretenait des liens avec des criminels professionnels, des agents de nettoyage spécialisés dans la dissimulation de problèmes. Kenneth découvrit des communications cryptées faisant référence aux problèmes de Pine Ridge et des paiements à des individus portant des indicatifs militaires. Il devint évident que Steven et Angela ne prévoyaient pas seulement de voler Kenneth. Ils projetaient de l'éliminer complètement. Les suicides des précédentes cibles de Steven n'étaient pas des suicides du tout. Il s'agissait d'exécutions déguisées en crise de santé mentale. L'atelier au sous-sol de Kenneth devint une salle de crise. Des plans du quartier, des photos de toutes les parties impliquées, des interceptions de communication et des évaluations tactiques couvraient chaque surface. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Il était confronté à un complot qui menaçait sa vie. La révélation survint un jeudi soir pluvieux d'octobre.
Kenneth avait suivi Angela à ce qu'il pensait être un autre rendez-vous avec Steven. Mais au lieu de les rencontrer à leurs endroits habituels, elle se rendit dans un quartier d'entrepôt à l'extérieur de la ville. Caché dans l'ombre, Kenneth vit Angela rencontrer non seulement Steven, mais 4 autres hommes. À travers sa lunette, Kenneth reconnut immédiatement le type d'homme. Des entrepreneurs militaires, le genre d'hommes qui vendaient leurs compétences aux plus offrants. Ils se déplaçaient avec la précision disciplinée d'anciens membres des forces spéciales. Et leur discussion avec Angela et Steven était clairement de nature opérationnelle. Kenneth n'entendait pas la conversation depuis sa position, mais il pouvait déchiffrer le langage corporel et le positionnement tactique. Il s'agissait d'une séance de planification d'opération. Des cartes étaient étalées sur une table. Des photos circulaient et de l'argent changeait de main. L'un des entrepreneurs brandit une photo que Kenneth reconnut. C'était sa maison de Maple Street. La réalité le frappa comme un coup de poing. Il ne prévoyait pas seulement de le piéger ou de le voler. Il prévoyait de le faire tuer. Angela jouerait la veuve endeuillée, héritant de tout légalement. Steven la consolerait de sa perte, et ensemble, ils disparaîtraient avec l'œuvre de toute une vie de Kenneth. Le téléphone de Kenna vibra, un SMS d'Angela lui parvint. Encore au travail tard, urgence client. Je t'aime. Le mensonge désinvolte qu'elle avait lancé alors qu'elle se tenait à 50 mètres de lui, planifiant son meurtre, cristallisa une impression de froideur et de certitude dans la poitrine de Kenneth. Ce n'était pas une simple trahison. C'était la guerre. Et à la guerre, Kenneth jouait selon des règles différentes de celles que Steven supposait qu'il suivrait. Kenneth prit sa décision sur le parking de l'entrepôt. Il n'attendrait pas qu'ils agissent. Il n'essaierait pas de les raisonner ni de faire appel au peu d'humanité qu'Angela pouvait encore avoir. Il ferait ce pourquoi il avait été formé, neutraliser la menace par des préjugés extrêmes. Le trajet du retour se passa en mode planification tactique. Kenneth catalogua mentalement ses ressources, envisagea divers scénarios et commença à élaborer une stratégie qui éliminerait toutes les menaces tout en préservant sa sécurité opérationnelle. Lorsqu'il entra dans son garage, le plan prenait forme. Angela rentra à minuit, se glissant dans son lit avec sa discrétion habituelle. Kenneth resta allongé dans l'obscurité, écoutant sa respiration, sachant que le lendemain, il lancerait le genre d'opération qui l'avait rendu légendaire dans certains cercles militaires. Mais cette fois, le champ de bataille était son propre domicile, et l'ennemi avait déjà commis l'erreur fatale de le sous-estimer. Chapitre 3. La préparation du chasseur. La transformation de Kenneth, de mari trahi à agent tactique, s'est opérée progressivement au cours des semaines suivantes. Il a conservé sa couverture de mécanicien confiant tout en se préparant systématiquement à la guerre. Son expérience militaire lui avait appris que la réussite d'opération exigeait une planification méticuleuse, et cette mission ne ferait pas exception. La première phase consistait à recueillir des renseignements sur les entrepreneurs qu'Angela et Steven avaient embauchés grâce à ses compétences acquises en contre-terrorisme. Kenneth a identifié chaque homme grâce à un logiciel de reconnaissance faciale et a recoupé leurs identités avec des bases de données auxquelles il avait encore accès grâce à ses contacts militaires. Ce qu'il a découvert a confirmé ses pires craintes. L'équipe était composée d'anciens agents de la Delta Force, passés au privé après des licenciements douteux. Leur chef était un certain Gordon Pierce, connu dans certains milieux comme le nettoyeur. Pierce était spécialisé dans les assassinats déguisés en cambriolage de domicile. Des violences aléatoires qui ne laissaient aucune trace du commanditaire. La surveillance de Kenneth a révélé leur mode opératoire. Surveiller la routine des cibles, identifier le moment optimal pour attaquer, pénétrer dans la maison aux heures vulnérables, éliminer la cible et simuler un cambriolage raté. Simple, efficace et quasiment intraçable lorsqu'il est exécuté correctement. Ce que Pierce et son équipe ignoraient, c'est qu'ils prévoyaient d'attaquer quelqu'un qui avait passé des années à traquer des hommes comme eux dans des environnements bien plus dangereux. Kenneth entreprit de transformer sa maison de banlieue en un labyrinthe tactique conçu pour canaliser les assaillants vers des zones d'élimination prédéterminées. Les modifications étaient subtiles, mais mortelles. Des points d'entrée renforcés obligeaient les intrus à emprunter des itinéraires spécifiques. Des miroirs stratégiquement placés offraient des lignes de visée Kenneth dans toute la maison. Des armes, de l'argent liquide dissimulé dans des endroits apparemment inoffensifs et des issues de secours aménagées dans l'atelier du sous-sol. Pour tout observateur non averti, cela ressemblait à des améliorations standards de sécurité résidentielle. Pour quelqu'un ayant l'expérience de Kenneth, c'était une forteresse conçue pour le combat rapproché. La préparation de Kenneth allait au-delà des modifications physiques.
Il commença à modifier sa routine pour créer une apparence de vulnérabilité tout en renforçant sa position défensive. Il commença ses promenades du soir à 21 heures précises, au cours desquelles il se positionnait en position de surveillance dans le quartier. Son rituel du coucher matinal consistait à se placer dans l'armurerie du sous-sol, à surveiller les caméras de surveillance qu'il avait installées dans toute la maison. La préparation psychologique était tout aussi importante. Kenneth passait des heures en méditation, se concentrant sur ce qui allait arriver. Il tuerait avant, mais toujours sur ordre, toujours avec la lucidité morale du service de son pays. Ce serait différent, personnel, intime et totalement hors du cadre juridique qui régissait auparavant ses actions. Kenneth commença également à apporter des modifications subtiles à sa situation juridique et financière. Il créa de nouveaux comptes bancaires selon les protocoles d'identité appris lors d'opérations secrètes, installa des coffres-forts contenant des fonds d'urgence et des documents, et prépara plusieurs stratégies de sortie en cas d'échec de l'opération. Tout devait être prêt pour une disparition rapide si nécessaire. La préparation la plus cruciale consistait à manipuler la chronologie d'Angela et Steven en exerçant une pression psychologique prudente, en évoquant les problèmes de sécurité du domicile, en discutant de la criminalité du quartier et en exprimant son inquiétude à l'idée de travailler tard seul. Kenneth les encouragea à accélérer leur plan. Il avait besoin qu'ils agissent tant qu'il était prêt, et non quand ils le choisiraient. La révélation survint lorsque Kenneth intercepta une communication entre l'équipe de Peace et Steven. Ils avaient fixé la date, le soir d'Halloween. Le symbolisme n'échappa pas à Kenneth. Ils comptaient intégrer sa mort à l'horreur de la saison. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient choisi d'attaquer un homme devenu très à l'aise avec l'obscurité. Kenneth passa la dernière semaine avant Halloween à une préparation intensive. Il nettoya et testa chaque arme de son arsenal, mémorisa l'agencement tactique de sa maison modifiée et testa des scénarios de combat jusqu'à ce que ses réactions deviennent automatiques. Il accepta également ce qu'il allait devenir. Non plus un soldat obéissant aux ordres, mais un homme rendant la justice selon ses propres règles. 3 jours avant Halloween, Kenneth effectua ses derniers préparatifs. Il organisa un voyage d'affaires qui lui fournirait un alibi pour son absence lors de l'attaque. Sauf qu'il ne quitterait pas la ville. Au lieu de cela, il attendrait dans son centre de commandement au sous-sol, prêt à déclencher le piège qu'il avait mis des mois à préparer. Le matin d'Halloween, Kenneth embrassa Angela pour ce qu'il savait être la dernière fois. Elle lui répondit avec la même affection désinvolte qu'elle lui témoignait depuis des mois. Ignorant totalement que son mari avait découvert ses plans et préparé une contre-opération qui se terminerait par sa mort, Kenneth passa cette dernière journée à l'atelier, conservant sa routine tout en révisant intérieurement la liste de contrôle tactique une dernière fois. Tout était prêt, armes positionnées, surveillance opérationnelle, issue de secours préparés et plans d'urgence en place pour parer à tous les scénarios. À l'approche du soir, Kenneth ferma l'atelier et rentra chez lui, sachant qu'avant l'aube, 2 hommes seraient morts et que son mariage se terminerait dans le sang. Il n'éprouvait aucune émotion face à ce qui allait arriver, seulement la froide certitude d'un professionnel accomplissant sa mission. Le masque du mécanicien tomberait ce soir-là et Pine découvrirait ce qui se passait lorsqu'on commettait l'erreur de menacer un homme qui avait bâti sa réputation dans les endroits les plus dangereux du monde. Halloween allait devenir bien réel pour ceux qui pensaient que Kenneth Bové n'était qu'une cible de plus à éliminer. Chapitre 4. Les observateurs observaient. Le 30 octobre s'écoula dans un brouillard de fausse normalité. Kenneth poursuivait sa routine habituelle à l'atelier, mais chaque action était accomplie avec la conscience aiguë d'un soldat se préparant au combat. Il sentait l'équipe de Pierce surveiller, leur présence telle de l'électricité statique dans l'air autour de son quartier. Kenneth avait identifié leur poste d'observation grâce à ses propres opérations de contre-surveillance. Une camionnette garée à 3 pâtés de maison avec des occupants tournants, un ouvrier du bâtiment qui lisait le même journal depuis 3 jours, et un jogger dont le trajet passait toujours devant chez Kenneth lors des changements d'équipe. C'étaient des professionnels, mais Kenneth avait passé des années à traquer des professionnels dans des environnements où la détection était synonyme de mort. L'ironie ne lui échappait pas. Pendant que l'équipe de Pierce surveillait Kenneth les surveillait. Son propre réseau de surveillance avait catalogué leurs routines, identifié leurs modes de communication et cartographié leurs procédures opérationnelles. Ils se prenaient pour les chasseurs, mais Kenneth avait inversé la tendance sans qu'il s'en rende compte. Le comportement d'Angela atteignit un niveau de tromperie inédit durant ces dernières heures. Elle avait minutieusement planifié la soirée d'Halloween, une soirée entre filles, avec des collègues de son agence immobilière.
Le mensonge avait été soigneusement monté avec de multiples témoins et une trace écrite destinée à lui fournir un alibi en béton pour le meurtre planifié par Kenneth. Elle avait même acheté de nouveaux vêtements pour l'occasion, jouant le rôle de l'épouse excitée se réjouissant de passer une rare nuit loin de chez elle. L'implication de Steven devint plus évidente à mesure que la date limite approchait. Il appela à plusieurs reprises, soi-disant pour discuter des annonces immobilières avec Angela. Mais la surveillance audio de Kenneth révéla le langage codé qu'ils utilisaient pour coordonner les derniers détails. Confirmation d'heures déguisées en prise de rendez-vous, discussion sur les issues de secours masquées en itinéraire, et confirmation de paiement dissimulé dans des conversations sur les structures de commission. Le dernier jour de préparation de Kenneth impliquait une délicate opération psychologique destinée à s'assurer qu'Angela et Steven se dérouleraient comme prévu. Il exprima son inquiétude concernant les cambriolages récents dans les quartiers voisins. Il mentionna qu'il prévoyait de se coucher tôt parce qu'il ne se sentait pas bien et suggéra même à Angela de sortir avec son ami pour oublier sa paranoïa en matière de sécurité. Chaque suggestion visait à renforcer leur plan, tout en semblant provenir de l'anxiété de Kenneth. Angela répondit parfaitement, proposant d'annuler sa soirée pour lui tenir compagnie, secrètement soulagée qu'il lui donne pratiquement la permission d'être ailleurs pendant son assassinat. L'après-midi apporta un renseignement crucial lorsque Kenneth intercepta une dernière communication entre Pierce et Steven. L'attaque était confirmée pour 23 heures, après l'heure habituelle du coucher de Kenneth, mais suffisamment tôt pour le surprendre dans son état le plus vulnérable. L'équipe de Pierce franchirait la porte arrière pendant le sommeil de Kenneth, l'éliminerait rapidement et mettrait en scène un cambriolage avant de disparaître dans la nuit. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la chambre de Kenneth serait vide et que leur cible serait postée au sous-sol, sous surveillance intégrale. Les chasseurs deviendraient les proies dès qu'ils franchiraient le seuil. Kenneth passa la soirée à créer l'illusion parfaite d'une vie domestique normale. Il prépara le dîner pour Angela, regarda la télévision avec elle sur le canapé et l'aida même à choisir ses bijoux pour sa soirée. Pour tout observateur, y compris l'équipe de surveillance de Pierce, la soirée ressemblait à une soirée banlieusarde typique avant le départ de sa femme pour sa soirée. À 21 heures, Angela embrassa Kenneth avec ce qu'il identifia comme du soulagement plutôt que de l'affection. Elle était impatiente d'établir son alibi, ignorant qu'elle quittait ainsi le champ de bataille préparé par son mari. Kenneth la regarda s'éloigner, sachant qu'elle se dirigeait vers l'appartement de Steven pour attendre que son mari soit assassiné. La transformation de Kenneth commença dès que la voiture d'Angela tourna au coin de la rue. Le mari banlieusard disparut, remplacé par l'agent tactique qui avait acquis sa réputation dans les montagnes afghanes. Il éteignit toutes les lumières de la maison, activa son système de surveillance et descendit au poste de commandement du sous-sol où ses armes l'attendaient. La dernière heure avant l'attaque se passa dans la préparation. Kenneth enfila des vêtements tactiques sombres, vérifia une dernière fois son équipement et se positionna de manière à pouvoir surveiller toutes les approches de la maison. L'attente lui était familière. Il l'avait déjà fait d'innombrables fois en territoire hostile, guettant les ennemis qui se croyaient les seuls prédateurs dans l'obscurité. À 22h47, les capteurs périmétriques de Kenneth détectèrent un mouvement dans le jardin. Des agents de sécurité, aux signatures thermiques, s'approchèrent de la maison avec une précision militaire, utilisant des signaux manuels et des mouvements coordonnés qui les désignaient comme des professionnels. Ils avaient étudié la disposition de la maison, identifié les points d'entrée et exécuté leur mission avec la confiance d'hommes qu'il avait déjà fait à maintes reprises. Ce que l'équipe de Pierce ne pouvait voir, c'était la grille infrarouge que Kenneth avait établie sur toute sa propriété, ni les zones de destruction qu'il avait préparées à l'intérieur, ni les armes positionnées à des points stratégiques le long de leur itinéraire. Ils se dirigeaient vers un piège conçu par quelqu'un qui comprenait leur tactique mieux qu'eux-mêmes. Kenneth observa l'équipe de Pierce atteindre la porte arrière grâce à ces images de surveillance. Ils utilisaient des outils d'entrée professionnels, travaillaient dans un silence d'entraînement et communiquaient par le langage des signes tactiques que Kenneth connaissait de son propre service militaire. Ils étaient doués, mais ils commettèrent une erreur fatale. Ils avaient choisi d'attaquer un homme plus fort que lui. Le verrou s'ouvrit à 22h58. L'équipe de Pierce marqua une pause, guettant le moindre signe de détection de leur entrée. N'entendant rien, ils commencèrent leur infiltration, se déplaçant dans la maison de Kenneth comme des ombres. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils étaient observés par quelqu'un qui s'était habitué à opérer dans l'obscurité. Le pouls de Kenneth resta stable tandis que les 4 hommes se dispersaient dans la maison, se dirigeant vers la chambre où ils s'attendaient à trouver leur cible endormie. Les minutes suivantes allaient déterminer si des mois de préparation avaient été suffisants. Si un mécanicien de banlieue pouvait redevenir un tueur à gages et si justice serait rendue à ceux qui pensaient pouvoir commettre un meurtre sans conséquence.
La guerre que Kenneth préparait était sur le point de commencer et un seul camp savait que la bataille avait déjà commencé. Chapitre 5. Du sang dans l'obscurité. Les 4 hommes se déplaçaient dans la maison de Kenneth avec une précision mortelle. Leur équipement de vision nocturne transformait les pièces obscures en un environnement tactique teinté de vert. Pierce dirigeait l'équipe, ses décennies d'expérience en opérations secrètes transparaissant à chaque pas calculé. Ce que lui et ses hommes ne voyaient pas, c'étaient les modifications apportées par Kenneth, les cadres de porte renforcés qui canalisaient les mouvements, les miroirs dissimulés qui offraient des lignes de visée et les caches d'armes disséminées dans la maison. Kenneth observait depuis son poste de commandement au sous-sol la division de l'équipe selon sa formation prédéterminée. 2 hommes se dirigèrent vers la chambre principale où ils s'attendaient à trouver leur cible, tandis que Pierce et le 4e agent couvraient les sorties. C'était une méthode de combat rapproché classique, appliquée par des professionnels ayant déjà effectué ce type de travail à maintes reprises. La discipline de communication de l'équipe était excellente, signaux manuels uniquement, aucun contact verbal susceptible de réveiller leurs victimes. Ils avaient étudié la routine de Kenneth et savaient qu'il avait le sommeil profond et se couchait tôt. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur cible les observait depuis des semaines et que toutes leurs suppositions sur ses capacités étaient fatalement erronées. La contre-opération de Kenneth commença lorsque les 2 premiers hommes atteignirent la chambre principale. Grâce à ces images de surveillance, il suivit leurs positions exactes tandis qu'il se préparait à forcer la porte. L'agent principal tenait son pistolet silencieux prêt, tandis que son partenaire se positionnait pour sécuriser la pièce après l'élimination. Ils étaient à 2 doigts de découvrir que leur cible n'était pas au lit. Kenneth émergea du sous-sol par une entrée dissimulée qu'il avait aménagée dans le garde-manger de la cuisine. Se déplaçant avec le silence qu'il avait maintenu en vie pendant 3 missions de combat. Sa première cible était l'agent qui couvrait la sortie arrière. L'homme se positionnait là où Pierce pensait que Kenneth pourrait tenter de s'échapper si l'assassinat tournait mal. Le couteau s'enfonça entre les côtes de l'homme avant même qu'il ne perçoive la présence de Kenneth, trouvant le cœur avec une précision chirurgicale. Kenneth attrapa le corps au moment de sa chute, le faisant tomber au sol sans bruit. 1 de moins, 3 à venir, et l'ennemi pensait toujours maîtriser la situation. La deuxième cible de Kenneth était l'agent posté près de la porte d'entrée. Celle-ci exigeait plus de finesse. L'homme était vigilant et placé là où les autres pourraient le voir s'il disparaissait subitement. Kenneth utilisa une technique perfectionnée en Afghanistan, il s'approchait d'un angle qui plaçait des meubles entre la cible et les membres de son équipe. L'attaque arriva par derrière. Les mains de Kenneth atteignirent le cou de l'homme et exercèrent une pression sur les artères coronaires. Il fallut exactement 12 secondes à l'agent pour perdre connaissance et 8 secondes supplémentaires pour que son cou se brise dans un léger bruit sec qui ne se propagea pas au-delà de la zone immédiate. 2 hommes à terre, et l'équipe de Pierce n'avait toujours pas réalisé qu'ils étaient attaqués. Les 2 autres hommes se trouvaient dans la chambre principale, venant de découvrir que leur cible n'était pas là où elle était censée être. Kenneth entendit l'un d'eux siffler un juron discret, réalisant que quelque chose n'allait pas. La voix de Pierce parvint dans leur radio tactique, à peine audible, mais captée par le système de surveillance de Kenneth. Cible hors du lit. Vérifiez la maison. Kenneth sourit d'un air sombre en entendant ces mots. Pierce allait apprendre la différence entre traquer un civil et traquer quelqu'un qui avait été entraîné à le traquer. Kenneth se positionna dans le couloir entre la chambre et le salon, utilisant les ombres et les modifications architecturales qu'il avait apportées pour rester invisible. Lorsque Pierce émergea de la chambre, arme prête et sens en alerte, Kenneth l'attendait au-dessus de lui, sur un rebord qu'il avait aménagé au plafond. Il se laissa tomber sur le partenaire de Pierce en premier, le projetant au sol avec une force écrasante. L'impact stupéfia l'agent, donnant à Kenneth le temps de lui briser le cou avant qu'il ne puisse crier. Le bruit du corps heurtant le sol alerta Pierce, mais il était alors trop tard pour sauver son coéquipier. Pierce pivota dans la direction du bruit, son arme traçant l'obscurité, mais Kenneth avait déjà bougé. Ces années d'expérience du combat rapproché permirent à Kenneth d'anticiper la réaction de Pierce, se positionnant là où le chef d'équipe serait le plus vulnérable. L'affrontement final dura moins de 30 secondes. Pierce était habile, expérimenté et désespéré. Mais Kenneth combattit avec la précision froide de quelqu'un défendant sa maison contre des intrus venus pour l'assassiner. Le pistolet silencieux de Pierce tira 2 coups. Les balles s'encastrèrent dans les murs, là où Kenneth se trouvait quelques instants plus tôt. La réponse de Kenneth fut plus directe et définitive. Le coup de Pierce se brisa avec la même efficacité silencieuse dont Kenneth avait fait preuve contre ses coéquipiers. 4 tueurs professionnels gisaient morts dans la maison de Kenneth.
Leur mission était inachevée et leur employeur allait subir des conséquences imprévues. Debout dans son salon plongé dans la pénombre, Kenneth respirait lentement et profondément tandis que son pouls revenait à la normale. La précision mécanique des exécutions, la conscience tactique qui l'avait maintenu en vie, le calcul froid qui avait éliminé les menaces, tout cela lui semblait familier. Il n'avait rien perdu de son acuité durant ses années civiles. Il attendait simplement une raison de la réutiliser. Kenneth consulta sa montre. 23h23. L'opération avait duré moins de 25 minutes, de l'intrusion à la fin. Venait maintenant la phase suivante, celle que Pierce et son équipe n'avaient jamais envisagée, pensant que Kenneth serait mort. Kenneth a récupéré l'un des téléphones des agents morts et a fait défiler la liste de contacts jusqu'à ce qu'il trouve l'entrée qu'il recherchait. Client, il a composé un SMS qui aurait été envoyé par Pierce si tout s'était passé comme prévu. Colis livré. Sortie propre terminée. Transfert de fil demandé. Kenneth a envoyé le message et a attendu la réponse. Cela est venu en quelques minutes et le nombre était exactement ce à quoi Kenneth s'attendait. Le téléphone portable personnel de Stephen Hathaway. La confirmation de Kenneth avait besoin pour procéder à la phase suivante de son opération. Le téléphone de Kenneth sonna alors qu'il positionnait les corps. Le nom d'Angela est apparu sur l'identifiant de l'appelant et Kenneth a répondu avec la voix d'un homme qui avait été réveillé par un son inhabituel. Kenneth, j'ai entendu quelque chose sur l'application du quartier au sujet de l'activité dans notre région. Ça va? Kenneth a presque admiré la performance. Angela établissait sa préoccupation pour le bien-être de son mari tout en vérifiant réellement sa mort. L'acte de femme attentionnée a été parfaitement exécuté avec juste la bonne note d'inquiétude dans sa voix. Je vais bien, chérie. Je pensais avoir entendu quelque chose à l'extérieur, mais c'était probablement juste le vent. Vous vous amusez-vous avec les filles? Oh, oui. Nous passons un bon moment. Je resterai probablement chez Cindy ce soir plutôt que de rentrer à la maison tard. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Dormez bien. Kenneth a mis fin à l'appel en sachant que ce serait la dernière conversation qu'il aurait jamais eue avec sa femme. Kenneth a passé l'heure suivante à effacer méthodiquement toutes les preuves de son implication dans les événements de la soirée. Les corps ont été mis en scène pour avoir l'air d'avoir été tués les uns par les autres lors d'une invasion de domicile qui a mal tourné. Le type de violence criminelle qui confondre les enquêteurs et ne rendrait aucune course à Kenneth. À 1h, Kenneth avait transformé sa maison en une maison de banlieue normale sans aucune trace de l'opération militaire qui venait de conclure. Les 4 agents morts ressemblaient à des cambrioleurs qui s'étaient tués dans un différend sur les tactiques. Et Kenneth ressemblait à un propriétaire qui avait dormi tout au long de l'incident. Kenneth s'est versé un verre de bourbon et s'est assis dans sa cuisine, pensant au SMS qu'il avait envoyé du téléphone de Pierce. Stephen et Angela étaient sur le point de découvrir que leur plan de meurtre parfait avait un défaut mortel. Ils avaient choisi la mauvaise victime. Chapitre 6, l'appel final. Kenneth a attendu dans sa cuisine jusqu'à 2h30 avant de faire son prochain déménagement. Il avait besoin qu'Angela et Stephen croient que leur plan avait réussi assez longtemps pour qu'ils s'incrimisent davantage. Le texte qu'il avait envoyé du téléphone de Pierce les aurait convaincus que Kenneth était mort, mettant en place la phase finale de son opération. Le téléphone de Kenneth a sonné à 2h45. Il avait besoin d'entendre ce qu'elle dirait quand elle pensait qu'il ne pouvait pas répondre. Quand elle croyait qu'elle laissait un message pour le téléphone d'un mort. La voix d'Angela sur l'enregistrement était parfaite. La panique, la confusion et la peur qui semblaient assez authentiques pour tromper les enquêteurs. Kenneth, tu es là. J'ai reçu un appel de la société d'alarme en disant qu'il y avait une activité à la maison. Je rentre à la maison en ce moment. Veuillez me rappeler. La performance a été impeccable, conçue pour créer une chronologie où Angela semblait avoir reçu une notification de l'effraction et s'est précipitée à la maison pour vérifier son mari. Cela aurait fonctionné si Kenneth avait été mort. Au lieu de cela, cela lui a donné exactement l'opportunité dont il avait besoin. Kenneth a activé le système de surveillance qu'il avait installé dans la voiture d'Angela mois plus tôt. Le tracker GPS l'a montré quitter l'appartement du centre-ville de Stephen à 2h47 dans les délais. L'audio de l'intérieur de la voiture a révélé le véritable état d'esprit d'Angela. C'est fait, a-t-elle dit dans son téléphone. Le téléphone de Kenneth ne répond pas, ce qui signifie que Pierre a terminé le travail. Je me dirige maintenant vers la maison pour découvrir le corps et appeler le 911. Rappelez-vous, nous n'avons jamais parlé ce soir.
La voix de Steven est passée par les haut-parleurs de la voiture. Êtes-vous sûr que vous pouvez gérer le voir comme ça? Pierce a dit que ce serait désordonné. Je planifie cela depuis des mois, Steven. Je peux gérer quelques minutes de théâtre traumatisé avant l'arrivée de la police. À ce moment-là demain, je serai veuve et les actifs de Kenneth seront à moi. Kenneth a désactivé l'enregistrement et s'est préparé à l'arrivée d'Angela. Elle s'attendait à trouver le corps de son mari entouré de preuves d'une invasion de domicile. Au lieu de cela, elle trouverait quelque chose de bien pire, un mari qui savait exactement ce qu'elle avait fait. Kenneth s'est positionné dans le salon où Angela le verrait immédiatement après être entrée. Les 4 agents morts avaient été retirés par sa sortie au sous-sol et éliminés dans des endroits où ils auraient finalement trouvé, mais sans lien avec la maison de Kenneth. Au lieu de cela, Kenneth avait entièrement créé une scène différente lorsque les phares d'Angela ont balayé les fenêtres avant à 3h15. Les lumières de la maison étaient allumées. Tout avait l'air normal et Kenneth semblait être très vivant. La clé d'Angela se tourna par la porte d'entrée, et Kenneth l'a entendu pratiquer la respiration alors qu'elle se préparait à découvrir le corps de son mari. Au lieu de cela, elle a trouvé Kenneth la regardant avec des yeux qui ne tenaient aucune trace du mari de confiance qu'elle avait trompé. « Bonjour, Angela. Tu es à la maison plus tôt que prévu. » Le visage d'Angela a traversé une série d'expressions, la confusion, la peur, puis une tentative désespérée de maintenir son histoire de couverture. « Kenneth, Dieu merci, tu vas bien. J'ai reçu un appel de la société d'alarme à propos d'un cambriolage. Êtes-vous blessé? Que s'est-il passé? » Kenneth a levé le téléphone de Pierce. « J'ai reçu un SMS très intéressant ce soir de son ami Steven. Quelque chose à propos d'un colis livré et du paiement dû. » Le visage d'Angela est devenu blanc alors qu'elle reconnaissait l'appareil. Kenneth pouvait voir son esprit courir, essayant de trouver une explication qui maintiendrait son innocence. Mais il n'y avait aucune explication innocente pour expliquer pourquoi son mari avait le téléphone de Pierce. Et ils le savaient tous les deux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », a déclaré Angela, mais sa voix portait le tremblement de quelqu'un dont les mensonges soigneusement construits s'effondraient. Kenneth se leva lentement, se déplaçant avec une précision contrôlée qu'Angela n'avait jamais vue auparavant. « Car les hommes sont venus me tuer ce soir, Angela. Des tueurs professionnels embauchés par vous et Steven pour éliminer votre mari gênant. Il s'attendait à trouver un mécanicien de confiance qui ne soupçonnerait jamais la trahison de sa femme. Kenneth, tu me fais peur. Je pense que vous pourriez avoir une sorte de panne. Ils ont trouvé autre chose à la place, a poursuivi Kenneth, ignorant ses protestations. Ils ont trouvé quelqu'un qui avait passé 3 tournées en Afghanistan à chasser des hommes exactement comme eux. Quelqu'un qui savait qu'il venait parce qu'il regardait sa femme infidèle planifier son meurtre. Angela a reculé vers la porte, comprenant finalement que son mari n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Kenneth, s'il vous plaît laissez-moi vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. La voix de Kenneth a porté la finalité d'un juge prononçant la peine. Vous avez embauché des tueurs pour assassiner votre mari pour de l'argent. Dans la plupart des endroits, cela s'appelle un crime capital. Le téléphone d'Angela a sonné, le son tranchant dans le silence tendu. L'identifiant de l'appelant a montré le nom de Steven, et Kenneth lui a fait un geste pour y répondre. Allez-y. Votre partenaire se demande probablement pourquoi vous n'avez pas appelé pour confirmer que je suis mort. Angela a répondu en serrant la main. La voix de Steven était audible dans la pièce calme. Tout s'est-il passé comme prévu? Avez-vous trouvé un corps? Angela a regardé le visage impassible de Kenneth et a fait son dernier choix. Au lieu de confesser, au lieu de mendier la miséricorde, elle a décidé de continuer la tromperie qui avait déjà coûté 4 hommes leur vie. Oui, murmura-t-elle dans le téléphone. C'est fait. Kenneth est mort. Kenneth sourit, une expression froide qu'Angela n'avait jamais vue auparavant. Merci pour cela. Steven devrait être ici sous peu pour vous aider à mettre en scène votre chagrin, ne devrait-il pas? Après tout, vous aurez besoin de témoins de votre découverte du corps de votre mari. Les jambes d'Angela ont émis et elle s'est effondrée sur une chaise. Le plan élaboré qu'elle avait passé des mois à perfectionner était bien plus dangereux. De l'innocence, il faut que ce soit pour que parler, mais Kenneth leva une main pour le silence. Allez. La Mercedes noire de Steven arrive dans les délais pour aider Angela à traverser sa découverte traumatisante. Kenneth a vérifié sa montre. 3h45. Il est temps de terminer ce que Angela et Steven avaient commencé, mais avec une fin pour laquelle ils n'avaient pas prévu. Voici ce qui va se passer, Angela.
Steven va passer par cette porte en s'attendant à vous aider à mettre en scène une scène de crime. Au lieu de cela, il va découvrir ce qui se passe lorsque quelqu'un menace la vie de la mauvaise personne. Angela a commencé à se tenir debout, pensant peut-être qu'elle pourrait avertir Steven ou courir à sa protection. La voix de Kenneth a arrêté son rhume. Si vous quittez cette chaise, si vous faites un son pour l'avertir, je vais m'assurer que votre mort prend beaucoup plus de temps que sa volonté. Me comprenez-vous? Angela hocha la tête, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle comprenait finalement le type d'homme avec lequel elle vivait, le type d'homme qu'elle avait essayé d'avoir assassiné. Les pas de Steven s'approchèrent de la porte d'entrée, et Kenneth se positionna là où il aurait l'avantage tactique. Le mécanicien qui avait été marqué pour la mort avait disparu, remplacé par l'opérateur qui avait acquis sa réputation dans les endroits les plus meurtriers du monde. L'acte final du plan d'Angela et de Steven était sur le point de commencer, mais la fin serait écrite par quelqu'un qui comprenait que la trahison avait un prix qui devait être payé en totalité. Chapitre 7. Justice sans pitié. Steven est entré dans la maison avec la foulée confiante d'un homme qui pensait que son plan soigneusement orchestré avait réussi. Il s'attendait à trouver qu'Angela jouant le rôle de veuve traumatisée, pleurant peut-être sur le corps de Kenneth pendant qu'ils préparaient leur histoire à la police. Au lieu de cela, il a trouvé son amant assis gelé sur une chaise tandis que son mari très vivant le regardait avec un silence prédatrice. Angela, ce qui a commencé Steven, puis s'arrêta alors que ses yeux rencontraient Kenneth. Le sang-froid a pratiqué le sang-froid alors qu'il traitait la scène impossible devant lui. Stephen Hathaway, dit calmement Kenneth. Vous êtes plutôt que ce à quoi je m'attendais, mais la ponctualité a toujours été importante dans les transactions commerciales. Veuillez venir. Nous devons discuter de l'état de votre contrat. La main de Steven se déplaçait vers la poche de sa veste, mais la voix de Kenneth l'a arrêté froid. Je ne recommanderais pas de chercher tout ce que vous portez. Les hommes que vous avez embauchés pour me tuer ont appris à la dure que je ne suis pas la cible facile que vous pensiez que j'étais. Kenneth, je pense qu'il y a eu un malentendu, a commencé Steven, retombant sur l'instinct de l'avocat pour négocier son chemin des situations dangereuses. Pas du tout un malentendu. Ma femme a embauché Pierce et son équipe pour me tuer ce soir. Lorsque cela a échoué, vous êtes venu ici pour aider Angelus à mettre en scène la découverte de mon corps. La seule erreur de calcul de votre plan était de supposer qu'un mécanicien de petite ville serait sans défense contre les tueurs professionnels. Kenneth a déménagé sur la table basse et a décroché le téléphone de Pierce, le tenant là où Steven pouvait le voir. Pierce ne terminera pas son contrat. Ses trois associés non plus. Ils ont fait l'erreur de pénétrer dans la maison de quelqu'un qui a passé des années à éliminer les menaces dans des environnements beaucoup plus difficiles. Le visage de Steven est devenu cendré alors qu'il comprenait les implications. Où sont-ils? Dispersés sur divers endroits où ils finiront par être trouvés. La police locale conclura qu'ils sont morts en conflit avec d'autres criminels. Danger professionnel dans leur ligne de travail. Aucun sentier ne vous retourne. Ou Angela, ce qui était très prévenant envers moi. Angela a trouvé sa voie. Le désespoir la rend audacieuse. Steven, il a perdu la tête. Il parle de tuer des gens. Nous devons appeler la police. Le rire de Kenneth était dépourvu d'humour. Par tous les moyens, appelez-les. Expliquez comment vous avez embauché des assassins pour assassiner votre mari, puis êtes venu ici pour aider à mettre en scène la découverte de son corps. Je suis sûr qu'ils seront très sympathiques à votre situation. La formation de l'avocat de Steven s'est lancée, analysant la situation d'éventuels itinéraires d'évasion. Même si ce que vous dites est vrai, vous ne pouvez pas prouver que nous étions impliqués. C'est votre parole contre la nôtre. Kenneth a sorti son téléphone et a joué un enregistrement de la conversation automobile d'Angela avec Steven. Leurs voix ont rempli la salle, discutant de la mort de Kenneth avec la satisfaction occasionnelle, faisant un plan pour leur nouvelle vie ensemble et confirmant le paiement à l'équipe de Pierce. La surveillance numérique a fait un long chemin depuis votre dernier meurtre, Steven. J'ai une question de la conversation, la documentation de la réunion de chaque réunion, et de Tinfika. Cette histoire se termine par une approche différente. Le temps a orchestré le meurtre d'un conjoint. Le visage de l'avocat a révélé sa compréhension que Kenneth savait tout, pas seulement sur le complot actuel, mais sur toute l'opération de Steven. C'était des circonstances différentes, a déclaré Steven Weekly. Problème de santé mentale, dépression après les divorces. Les exécutions. Déguisé en suicide. Très créatif,
très rentable et complètement indétectable jusqu'à ce qu'une personne ayant le bon arrière-plan décide d'enquêter. Votre erreur a été de choisir une cible qui savait comment chasser les prédateurs. Angela sanglotait maintenant. La réalité de sa situation pénètre finalement son déni. Kenneth, s'il vous plaît. Je suis désolé. J'étais confus. J'ai fait des choix terribles. Mais nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons aller au counseling. Nous pouvez-vous embaucher des hommes pour me tuer dans mon sommeil? Angela, vous prévoyez d'hériter de mes actifs et de disparaître avec votre amant. Le counseling ne va pas aborder ce niveau de trahison. Le téléphone de Kenneth a bourdonné un SMS. Il l'a vérifié et a souri, une expression qui a fait à la fois Angela et Steven Trelin. C'était la confirmation d'un ancien contact militaire. L'équipe de Pierce a été connectée à plusieurs meurtres non résolus dans 3 États. Lorsque leur corps sera trouvé, les enquêteurs supposeront qu'ils ont été éliminés par des criminels rivaux. Très pratique pour toutes les personnes impliquées. Steven a fait un jeu désespéré, se précipitant vers la porte d'entrée dans le but de s'échapper. Kenneth s'est déplacé à la vitesse liquide, interceptant Steven avant d'avoir fait 3 pas. L'impact a conduit Steven au sol, et le genou de Kenneth a trouvé des points de pression qui ont laissé l'avocat à bout de souffle et sans défense. C'était mal pensé, Steven. Vous êtes un homme doux qui a passé sa vie à manipuler les autres pour faire sa violence pour lui. La course n'était pas une option réaliste. Kenneth tient Steven debout et le positionne à côté d'Angela. Les 2 conspirateurs étaient assis face à leur victime prévue, comprenant qu'ils avaient mal calculé de la manière la plus mortelle possible. Voici ce qui va se passer, a déclaré Kenneth, sa voix portant la finalité d'un briefing militaire. Vous allez tous les 2 payer pour avoir essayé de m'avoir assassiné. Pas par le système juridique que vous avez tous les 2 appris à manipuler, mais par une forme de justice plus directe. Vous ne pouvez pas simplement nous assassiner, protesta Steven. Vous n'êtes pas un tueur, la réponse de Kenneth était calme et absolument certaine. J'ai tué plus de gens que vous ne pouvez l'imaginer, Steven. La seule différence est que maintenant je le fais pour des raisons personnelles plutôt que pour la sécurité nationale. La mécanique reste la même. Regardez à nouveau. Il n'avait jamais imaginé. Et cette miséricorde était un luxe réservé, n'avait pas essayé de le faire assassiner. Le mécanicien avait complètement disparu maintenant, remplacé par quelqu'un qui comprenait que certaines dettes ne pouvaient être payées que dans le sang. Chapitre 8. L'art du nettoyeur. L'atelier du sous-sol de Kenneth s'est transformé en une installation d'interrogatoire avec l'efficacité militaire. Dans les 30 minutes, il avait obtenu Angela et Steven à la position de la chaise où ils pouvaient se voir mais ne pouvaient pas communiquer efficacement. La configuration a été conçue pour la pression psychologique autant que la retenue physique. Chaque conspirateur surveillerait les autres conséquences face à sa trahison partagée. Je vais vous poser quelques questions, a expliqué Kenneth avec le détachement clinique d'une intelligence professionnelle qui extrait. Vos réponses détermineront la durée de ce processus, mais ils ne changeront pas le résultat éventuel. Vous essayez tous les 2 de me faire assassiner et cette dette doit être payée en totalité. Angela a essayé de maintenir une acquisition du rôle de victime innocente qu'elle avait perfectionné. Kenneth, je sais que tu es blessé et en colère, mais ce n'est pas qui tu es. Tu es un homme bon qui ne le ferait pas blesser sa femme. Vous avez raison que ce n'est pas ce que j'étais, a répondu Kenneth. L'homme que vous avez épousé jouait un rôle comme vous. La différence est que mon rôle était de cacher quelqu'un beaucoup plus dangereux que la personne que vous cachiez. Kenneth a sorti une tablette affichant des dossiers financiers qu'il avait compilés lors de son enquête. Commençons par l'argent, Steven. Vos comptes offshore montrent des paiements d'au moins 6 victimes de suicides différentes au cours des 4 dernières années. Combien de personnes avez-vous assassinées pour leurs actifs? La formation de Steven en tant qu'avocat a été déclenchée automatiquement. Je ne réponds à aucune question sans la représentation légale présente. La réponse de Kenneth a été rapide et éducative. La pression appliquée à des grappes nerveuses spécifiques a laissé Steven halter et reconsidérer sa position sur la représentation légale. Ce n'est pas une salle d'audience, Steven. Vous n'avez pas droit à un avocat, à un appel téléphonique ou à l'une des protections constitutionnelles que vous avez passées à manipuler votre carrière. Vous êtes dans le sous-sol d'un homme que vous essayez d'avoir tué, et votre survie dépend entièrement de mon humeur. Angela a regardé la douleur de Steven avec une terreur croissante, enfin, comprendre que son mari possédait des capacités qu'elle ne soupçonnait jamais. Kenneth, s'il vous plaît, quoi que vous pensiez avoir fait,
il doit y avoir une autre explication. L'explication est simple, Angela. Tu voulais mon argent et ma mort, alors tu as engagé des professionnels pour me tuer. Lorsque cela a échoué, vous et Steven êtes venus ici pour organiser la scène du crime. Tout le reste n'est que des détails. Kenneth a montré des photographies de ses opérations de surveillance, des images des réunions d'Angela et de Steven, leurs rencontres romantiques, leurs conférences avec l'équipe de Pierce. Les preuves étaient écrasantes et indéniablement accablantes. Ces photos seront trouvées dans l'appartement de Steven après sa disparition, ainsi que des dossiers financiers le liant à plusieurs meurtres. L'histoire sera que Steven s'est rendu compte que son opération s'effondre et a éliminé ses accomplis avant de fuir le pays. Le sang-froid de Steven s'est finalement complètement craqué. Vous ne pouvez pas faire disparaître cela. Les gens savent que nous étions ensemble ce soir. Les amis d'Angela, le personnel du restaurant, les caméras de sécurité, qui soutiendront tous le récit officiel. Angela a quitté sa nuit pour les filles tôt parce qu'elle était bouleversée par sa relation avec Steven. Je suis rentré chez moi pour m'avoir confronté à propos de l'affaire. Nous nous sommes disputés et elle a pris d'assaut. Très dramatique, très crédible et complètement cohérent avec les preuves que j'ai préparées. La planification de Kenneth avait été exhaustive. La voiture d'Angela serait trouvée abandonnée près de l'aéroport, suggérant qu'elle s'était enfuie après la disparition de Steven. Ces enregistrements téléphoniques montreraient des tentatives de plus en plus frénétiques pour contacter Steven, la peignant en tant que complice paniqué plutôt que comme complot calculateur. La beauté de celui-ci, a poursuivi Kenneth, c'est que vous avez tous deux fait attention à cacher votre relation, que personne ne pense à connecter vos disparitions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire de Steven de meurtre de conjoint pour de l'argent dominera l'enquête. Le déni d'Angela s'est finalement effondré dans des négociations désespérées. Nous pourrions vous tout rendre. Les comptes offshore, l'argent volé, tout cela. Disons-nous simplement et vous ne nous reverrez plus jamais. L'argent n'a jamais été le vrai problème, Angela. Vous auriez pu divorcer de moi et prendre la moitié de tout légalement. Au lieu de cela, tu as choisi de m'avoir assassiné parce que tu voulais tout et tu pensais que je l'étais aussi faible pour vous arrêter. L'extraction méthodique de l'information de Kenneth s'est poursuivie pendant une autre heure. À la fin, il avait des détails complets sur l'ensemble de l'opération de Steven, les noms de ses autres victimes, les emplacements des actifs cachés et les méthodes qu'il avait utilisées pour éviter la détection. Angela a fourni des renseignements supplémentaires sur leur plan pour les actifs de Kenneth et leur itinéraire d'évasion. Une dernière question, a déclaré Kenneth alors que Dawn commençait à filtrer à travers les fenêtres du sous-sol. Est-ce que vous voulez avouer aux familles des victimes précédentes de Steven? Donnez-leur une fermeture sur ce qui est vraiment arrivé à leurs proches. Les deux conspirateurs restent silencieux, confirmant l'évaluation de Kenneth selon laquelle ils étaient au-delà de la rédemption. L'exécution de la justice de Kenneth était rapide et professionnelle. Steven est mort en premier, ne sachant jamais exactement quand le dernier moment est venu. Les techniques perfectionnées dans les environnements où les preuves ne pouvaient pas être laissées. L'appartement contenait des preuves le liant à plusieurs meurtres, une fraude financière et une évasion hâtive du pays. Otto Schopp ait repris sa routine normale. Le masque du mécanicien remonte fermement. Pour tous ceux qui regardent, il n'était qu'un autre homme d'affaires de la petite ville traitant du stress de l'affaire apparente de sa femme et de la disparition ultérieure. L'enquête se déroulerait exactement comme Kenneth l'avait prévu. Steven serait identifié comme un tueur en série qui a prié sur des conjoints riches. Angela serait considérée comme sa dernière victime, et Kenneth serait considéré comme le mari trahi qui avait tout perdu auprès d'un criminel sophistiqué. Ce que personne ne découvrira jamais, c'est que le mécanicien qui avait été marqué pour la mort avait été quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a compris que la justice exigeait parfois de sortir de la loi et que la trahison portait un prix qui devait être payé en totalité. Kenneth avait éliminé toutes les menaces à sa vie et à sa liberté. Mais le coup avait été sa foi dans la nature humaine et sa capacité à faire complètement confiance à une autre personne. Certaines victoires ont laissé des cicatrices qui n'ont jamais guéri, et une justice est venue avec un prix qui a duré pour toujours. Chapitre 9. Après la tempête, 6 mois après la disparition d'Angela, Kenneth Bovey était devenu la figure la plus sympathique de Ridge. La communauté s'est ralliée autour du mari trahi dont la femme avait été séduite par un tueur en série et a disparu sans trace. La couverture des nouvelles locales a décrit Kenneth comme la victime dévastée de l'opération criminelle sophistiquée de Stephen Hathaway qui a revendiqué les victimes dans plusieurs États avant de finalement s'effondrer. L'enquête du FBI s'est terminée exactement comme Kenneth s'était orchestré.
Stephen Hathaway a été identifié comme le cerveau derrière au moins 7 meurtres déguisés en suicide avec Angela Ansan-Bauer répertoriée comme sa victime finale. Des preuves trouvées dans l'appartement de Stephen ont peint un tableau d'un homme dont la folie de tuerie s'était éloignée de son contrôle avant de fuir le pays avec sa dernière conquête. Kenneth a parfaitement joué son rôle lors de l'enquête. Il a fourni aux enquêteurs les preuves qu'il avait découvertes de l'affaire d'Angela, exprimé le chagrin perplexe de sa trahison et de sa disparition, et a pleinement coopéré avec les efforts d'application de la loi pour retracer le réseau criminel de Stephen. À tous ceux qui regardaient, il était tout simplement un mécanicien au cœur brisé essayant de reconstruire sa vie après perdre tout au-dessus des forces hors de son contrôle. Les paiements d'assurance ont fourni à Kenneth des actifs substantiels. La police d'assurance vie d'Angela, l'indemnisation pour le vol de biens matrimoniaux de Stephen, même les fonds d'aide aux victimes pour survivre aux membres de la famille des tueurs en série. L'argent ne signifiait rien pour Kenneth, mais il a fourni les ressources de son prochain chapitre. Kenneth a vendu la réparation automobile de Beauvais à un jeune mécanicien qui avait travaillé pour lui à temps partiel. La vente a été structurée pour fournir au nouveau propriétaire des conditions favorables tout en offrant à Kenneth une pause nette de son ancienne vie. Il a fait don de la plupart des biens d'Angela à des œuvres caritatives, ne gardant que des éléments qui servent de plan à long terme. La maison de Maple Street est allée sur le marché 3 mois après la disparition d'Angela. Kenneth a dit aux voisins qu'il ne pouvait pas supporter de vivre dans un endroit avec autant de souvenirs douloureux, ce qui lui a valu une sympathie supplémentaire tout en offrant une couverture pour ses raisons réelles de partir. L'atelier du sous-sol a été soigneusement désinfecté avant la vente. Toutes les preuves de son véritable objectif supprimées sans trace. La nouvelle maison de Kenneth était une cabine reculée au Montana. Achetée par le biais de sociétés écrans qui ne pouvaient pas lui être retracées. La propriété était assise sur 40 acres de nature sauvage, fournissant l'isolement et la sécurité dont il avait besoin pour ses plans de retraite réels. À ses voisins de Pine Ridge, il s'était éloigné pour guérir son traumatisme. En réalité, il avait simplement déménagé dans un environnement plus approprié pour sa vraie nature. Le sous-sol de la cabine contenait un atelier qui aurait été familier aux collègues militaires de Kenneth. Le stockage d'armes, l'équipement de communication et la technologie de surveillance qui l'ont maintenu connecté à des événements à travers le pays. Kenneth n'avait pas pris sa retraite de sa guerre. Il avait simplement changé sa portée et sa méthodologie. La nouvelle identité de Kenneth était celle d'un conseiller en traumatologie spécialisé dans l'aide aux victimes de violences domestiques et de complots criminels. L'ironie n'a pas été perdue pour lui. Il serait devenu un expert pour aider les gens à gérer. Exactement le type de trahison qu'il avait éliminé de sa propre vie. Ses clients l'ont trouvé remarquablement perspicace sur la psychologie des prédateurs et l'importance des solutions permanentes aux menaces récurrentes. Certains des travaux de counseling de Kenneth étaient légitimes, aidant les véritables victimes à reconstruire leur vie et à développer des stratégies de protection. Mais certains de ses clients ont présenté des situations qui ont rappelé à Kenneth sa propre expérience avec Angela et Stephen. Ces cas nécessitaient un type d'intervention différent, qui s'appuyait sur les compétences spécialisées de Kenneth plutôt que sur les techniques de thérapie conventionnelles. Un an après Pine Ridge, Kenneth a reçu une visite d'une femme dont le mari avait embauché des tueurs pour l'éliminer après avoir vidé leurs actifs. La police locale avait été compromise. L'enquête du FBI s'était bloquée et elle vivait sous des identités supposées tandis que des assassins professionnels la chassaient. Kenneth a écouté son histoire avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle était confrontée. Quand elle a terminé, il a passé un appel téléphonique au contact qui se spécialise dans la disparition de personnes dangereuses en permanence. En une semaine, les problèmes de la femme avaient été résolus avec la même minutie que Kenneth avait appliquée à sa propre situation. Le succès des conseils de Kenneth se propage à travers des réseaux qui existaient en dehors des canaux conventionnels d'application de la loi. Les victimes qui avaient épuisé les options juridiques ont commencé à trouver leur chemin vers sa retraite du Montana, apportant des situations qui nécessitaient l'expertise particulière de Kenneth. Chaque cas a été évalué avec soin et les solutions ont été mises en œuvre avec la précision qui avait rendu Kenneth légendaire dans certains cercles militaires. Kenneth n'a jamais annoncé ses services ni recruté activement des clients. Les gens l'ont trouvé à travers des références de clients précédents ou par des liens dans les réseaux souterrains qui ont aidé les victimes lorsqu'un système leur a échoué. Sa réputation s'est développée lentement mais régulièrement. Le conseiller qui a aidé les gens quand personne d'autre ne le pouvait, qui comprenait que certains problèmes nécessitaient des solutions permanentes. Le masque du mécanicien a disparu pour toujours, remplacé par le personnage d'un spécialiste des traumatismes qui avait subi ses propres pertes dévastatrices.
Les clients de Kenneth l'ont vu comme quelqu'un qui comprenait leur douleur parce qu'il avait subi une trahison similaire. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa compréhension est venue d'être la solution au problème plutôt qu'à sa victime. La cabine du Montana de Kenneth comprenait un petit cimetière dans les bois derrière la maison. Grave non marqué contenant les restes de personnes qui avaient fait l'erreur de menacer la sécurité de son client. Chaque enterrement représentait un cas où la réhabilitation avait été impossible et l'élimination avait été nécessaire. Kenneth a maintenu un cimetière avec le même attention aux détails qu'il avait appliqué à ses opérations militaires. 5 ans après Piney Ridge, Kenneth était devenu quelque chose d'unique dans la justice pénale américaine. Un tribunal d'un seul homme de dernier recours pour les victimes qui ne pouvaient pas trouver justice par des moyens conventionnels. Son taux de réussite était parfait. Ses méthodes étaient introuvables et ses problèmes de clients sont restés résolus en permanence. Kenneth ne s'est jamais remarié, n'a jamais établi de relations personnelles étroites et n'a plus jamais fait l'erreur de faire confiance à quelqu'un. Il avait appris que la trahison était un risque fondamental dans les relations humaines, et il avait choisi de minimiser ce risque en gardant une distance émotionnelle avec tous ceux qui l'entouraient. La guerre qui avait éclaté dans sa maison de banlieue s'était transformée en quelque chose de plus vaste et de plus significatif. Kenneth était devenu juge, jury et bourreau pour ceux qui priaient pour les innocents, utilisant les compétences acquises au service de son pays pour rendre justice aux victimes que le système ne pouvait protéger. Dans ces moments de calme, Kenneth pensait parfois au mari qu'il avait été avant la trahison d'Angela, confiant, optimiste, croyant en la possibilité d'un amour durable. Cet homme était mort dans l'atelier du sous-sol de Maple Street, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux pour les prédateurs qui pensaient pouvoir blesser des innocents sans conséquence. Kenneth Bovey avait trouvé sa véritable vocation dans les cendres de son mariage détruit. Il était devenu exactement ce que des gens comme Angela et Steven devraient craindre le plus. Quelqu'un avec les compétences nécessaires pour les éliminer et la motivation de ne jamais montrer de pitié envers ceux qui préféraient la trahison à l'honneur. Le mécanicien était parti. L'opérateur était resté, et il commençait tout juste. Et là, vous l'avez. Une autre histoire se termine.